Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Et cette semaine, j'ai le plaisir de m'asseoir avec Émilie Charon-Pilote qui est impliquée dans le milieu communautaire depuis plusieurs années. Présentement à l'emploi de Centraide-Outaouais, elle poursuit sa passion pour le para-hockey et revient tout juste du premier défi mondial de para-hockey féminin à Green Bay. Émilie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. J'apprécie beaucoup un jeudi soir, le soir comme ça. Tu te déplaces de loin, que c'est bien apprécié. Merci de l'invitation, Jean-François. C'est la moindre des choses. Puis ça fait longtemps qu'on voulait te parler parce qu'on avait essayé pour Rétro 50 là, dans le temps pour pouvoir parler de ton père. On va en profiter aussi pour en parler dans l'émission parce que je trouve ça important de souligner le travail que Michel a fait là, le temps qu'il était avec nous autres. Mais là, j'essayais. Je suis allé snooper ton Facebook. Là. Parce que je suis beaucoup, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, nécessairement là, avec le para-hockey, mais je après me demander, je dis, OK, mais t'es rendu où au niveau professionnel? Parce que t'es encore avec Centraide présentement? Oui, c'est ça. Ça va faire 4 ans que je travaille pour Centraide-Outaouais. Je suis conseillère au développement social là-bas. Fait qu'une belle continuité avec ce que j'ai fait dans le coin, là, avec la Corporation de développement communautaire, là, où je travaillais comme chargée de projet. Ça se ressemble beaucoup, les tâches, le genre d'accompagnement que je fais avec les organismes là, chez Centraide. Là. OK, fait que tu étais à CDC. Par ça, y a-tu quelque chose entre les deux? J'ai travaillé pendant 1 an et demi comme directrice au Grenier des Collines, qui est une banque alimentaire dans Val-des-Monts. C'est ça. OK. Ouais. OK. C'est spécial, ça, parce que c'est beaucoup de travail. Ben, ça a donné dans quelles années, ça? Oh, 2017. Ah, OK. C'était avant la pandémie. C'est sûr que là, ce que vivent les banques alimentaires depuis la pandémie, c'est épouvantable. Dans le fond, c'est vrai, vous contribuez Centraide, là, vous aidez les banques alimentaires de la région. Là, fait que vous voyez, j'imagine, à quel point le besoin est criant. Ça l'a doublé, parfois même triplé au niveau de la clientèle. Les subventions ont suivi pendant la pandémie. Là. Il y a eu beaucoup de fonds d'urgence, mais tout ça est maintenant terminé. Les besoins sont encore là. Les gens sont encore aux banques alimentaires, demandent de l'aide, mais... OK. Mais ça reflète ce que Anne Mercier nous disait, moi, quand je l'ai rencontré la dernière fois. Je devais prendre des images parce qu'ils en sont en rénovation. Là, ça. Il était en rénovation, mais il doit avoir fini rendu là, ça fait un bout. Là. Mais ce qu'elle me racontait, là, c'est ça la réalité. Là. Ouais. Puis ça va pas s'améliorer. En tout cas, ça regarde mal parce que avec l'inflation, le coût de la vie qui augmente, là, c'est comme « wow, les défis sont grands ». On en parlait justement juste avant l'entrevue, la livre de beurre qui est rendue à 8 piastres. C'est rendu difficile pour la classe moyenne de se nourrir. Ce l'est encore plus pour ceux qui étaient vulnérables auparavant. Donc, les besoins sont criants, comme tu le mentionnes, vont continuer d'augmenter. Puis, les gens qui sont communautaires continuent de donner tout ce qu'ils ont, leur cœur, leur âme, à la cause. Mais le financement ne suit pas. La pénurie de main-d'œuvre fait qu'on a de la difficulté à trouver des gens pour travailler dans ces banques alimentaires-là. Donc, c'est pas un portrait très joli. Non, hein? Ben, regarde, on croise les doigts, je vais être optimiste, ça. Je trouve que ça arrive souvent à l'émission, je suis comme... je souligne bien les problèmes. Puis des fois, c'est un petit peu déprimant, mais je veux dire, c'est la réalité dans laquelle on vit. Puis tu sais, c'est une chose que j'ai réalisée, puis je me demande, toi, comment est-ce que tu as vécu ça quand tu as commencé dans le communautaire, mais... Quand tu travailles dans le communautaire, on dirait que ça ouvre les yeux à beaucoup de choses qu'on dirait qu'avant, on ne voyait pas. Je ne savais pas, moi, à quel point les gens avaient besoin d'aide dans la région moi, pour de l'aide alimentaire. Puis là, le dernier défi qu'on me parlait, là, quand j'ai rencontré, elle n'est plus directrice à la CDC, je pense pas. Puis là, son nom m'échappe, mais la dernière directrice qui était là. Nathalie. Nathalie, c'est ça. Je pense qu'elle n'est plus là, par exemple. Non, c'est Patricia maintenant. Ah, tu vois, OK. Oui. Je savais pas. Mais bref, Nathalie, ce qu'elle me disait, elle disait là, c'est l'itinérance. L'itinérance qui commence à être de plus en plus répandue, puis il n'y en avait pas ici dans l'Est, mais en tout cas, du moins, on n'en a pas parlé. Exactement. Puis, on retrouve le même phénomène qui se passe à Elmer. Donc, les gens, on parle de presque le double de personnes itinérantes à Gatineau. Puis, là, c'est ça, c'est l'étalement qu'on voit de ces personnes-là. Puis, c'est pas juste en Outaouais qu'on voit ça. Là. Je parle avec des amis qui sont... je crois que c'est dans les Laurentides, puis eux aussi vivent le même phénomène. Donc, dans les petites municipalités, des gens qui se retrouvent à la rue à faire du couchsurfing, c'est-à-dire de dormir sur le divan d'un ami puis d'un autre. C'est de plus en plus commun. À Gatineau, on a un problème aussi d'accès au logement. Donc, il n'y a pas beaucoup de logements, ce qui fait que les prix augmentent, ce qui fait que les gens peuvent tout simplement plus se loger, habitent dans leur voiture, dans la rue, chez des amis. Mais j'imagine que aussi que tu as dû à même de voir la différence. Tu as dit quoi, 2017, que tu étais à la... Oui, au Grenier des Collines, oui. La CDC, avant ça, tu étais en mesure de voir la différence dans 5-7 dernières années, là, du portrait communautaire puis des besoins, à quel point ça a changé. Oui, puis ce qui a fait vraiment mal, ça aura été la pandémie, d'après moi.
tant au niveau de l'alimentaire, mais aussi au niveau psychosocial, au niveau de la violence, les problèmes de violence familiale chez les jeunes, la dépression, l'anxiété chez les adolescents. Je parlais avec une directrice d'une maison de jeunes quelques mois de ça, puis elle me disait qu'il voit émerger des problèmes d'automutilation, des discussions sur le suicide. Donc, c'est dramatique. Ces jeunes-là, ce qu'ils ont vécu de perdre un peu le contrôle sur leur vie, de ne plus pouvoir voir leurs amis, d'être isolés, plus pouvoir faire leur sport. Ça aussi, j'ai vécu ça, mais pour un jeune qui est adolescent, de ne plus avoir cette attache-là, se retrouve à ne plus savoir quoi faire. Donc, la consommation des jeux vidéo aussi. Oui, problème d'écran, ça a l'air que ça a augmenté. Moi, j'ai parlé avec une psychologue, elle me disait que ça dit sur 10 clients, là, 8 sur 10, ça, c'était problème relié à consommation des écrans et médias sociaux, etc. Parce que c'est tout ce qu'il y avait là, pendant 2 ans de temps. Puis là, c'est comme, c'est facile à développer d'être accro à ça. Là. Absolument. Donc, tu peux imaginer. Puis c'est spécial parce que là, on disait pendant la pandémie, on va voir seulement après l'impact de tout ça. Puis là, je trouve qu'on arrive dans un moment où il faut calculer pour les prochaines fois, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres prochaines fois, mais quand même, comment est-ce qu'on va gérer ça? Parce que, à quelque part, il faut que tu mettes dans le calcul, c'est quoi tes impacts au niveau santé, de prendre des mesures aussi drastiques, parce qu'on va se dire c'est quand même drastique, qu'ils soient bonnes ou non, ça c'est discutable, c'est pas ma place d'en parler, mais l'impact de ça, après, faut que tu le calcules dans ton approche de comment est-ce que tu veux procéder au niveau de la pandémie, parce qu'après ça, veux pas, non seulement tu as des problèmes de santé, mais ça coûte de l'argent à l'État, puis ça demande beaucoup de travail puis de subventions pour soutenir les organismes communautaires, parce que c'est beaucoup les organismes communautaires, on va se le dire, là, qui vont soutenir au niveau psychologique puis au niveau social dans la communauté. Donc, c'est une grosse machine, ça, là. Ouais. Il faut considérer tout ça. Là, on espère qu'il va y avoir des apprentissages de ça. Il faut en tirer il faut. Parce que je pense que reproduire le même... Comme tu disais, on ne rentrera pas dans la discussion de est-ce que c'était bien ou pas, mais reproduire le même système, je pense que ça serait peut-être pas la solution, surtout si ça vient à court terme. Les gens seront peut-être plus autant de bien écouter les règles parce que là, on est tous tannés. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Puis on l'a senti aussi, je pense, dans la dernière vague là, où on a eu des restrictions. Là. On sentait bien, mais je sais pas, tu connais-tu le boulevard ici? Oui. Jean-François Parent, le directeur, c'était mon dernier invité. Non, c'est pas mon dernier, c'était Richard Besner, mais avant ça, j'avais Jean-François Parent, pour on a parlé, puis on parlait aussi, ne serait-ce que des personnes âgées, comment est-ce qu'ils ont pu vivre ça, c'est hallucinant, là. Puis juste au niveau psychologique, il y a tout le côté, le virus, puis comment est-ce qu'il peut être dangereux pour les personnes âgées, puis qui pouvait être anxiogène pour eux autres. Puis, mais au-delà de ça, tu as toute la solitude qu'ont pu vivre ces gens-là, déjà qui souffrent de solitude, des personnes âgées, puis là, tu rajoutes ça par-dessus, c'est comme « wow ». Puis aussi, on a pu remarquer des conditionnements physiques aussi, des conditionnements au niveau des aptitudes intellectuelles aussi. Ces personnes-là qui restent assis au lieu d'aller prendre leur marche à l'épicerie. Donc, c'est une réalité que me partageait d'ailleurs Michel du CAGA ici, là, à Buckingham. Ah, tu vois? Ouais. Faudrait que je la reçoive, Michel. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Écoute, ça fait des années que je ne l'ai pas vu parce qu'il y a un temps que je pense qu'elle était en arrêt de travail, ça se peut-tu, Michel? C'est possible, oui. Oui, parce qu'il y avait quelqu'un, me semble, intérim pendant un certain temps. Je suis toute réserve, là, c'est ma mémoire, là, je vois de mémoire, mais justement, c'est drôle, tu me parles d'elle, puis quelqu'un... j'ai parlé à... j'avais fait une annonce Facebook pour dire hey, j'aimerais avoir des idées d'inviter un informel. Puis Julie Mercier, elle m'a dit Michel, tu aurais un invité. Puis je dis oui, Michel. Puis longtemps, je l'ai pas vu, mais ça me rappelle justement que il faut que je fasse des démarches là, pour la rejoindre. Puis pour revenir à nos moutons, es-tu satisfaite du choix que tu as fait d'aller dans le communautaire? Parce que tu avais étudié en animation. Fois 1000. Un temps. Oui, définitivement. Je savais, je dirais après la 2e année de mes études, que c'était plus ou moins ce qui me correspondait, ce milieu-là. Tu sais, c'est beaucoup du travail un peu tout seul derrière son ordinateur, à jouer avec des points puis des courbes, puis faire des dessins. J'ai apprécié, mais je savais que c'était pas ça qui me parlait le plus. Puis quand j'ai commencé à la CDC, je faisais ça les étés pendant mes études. Puis
ça venait me parler beaucoup plus, d'être avec les gens, de parler de cœur avec des gens aussi passionnés puis très intelligents, on se le cachera pas aussi. Là. Les gens du communautaire sont brillants. L'intelligence collective qui émane des discussions qu'on peut avoir avec ces personnes-là. Puis l'expérience que j'ai eue aussi avec le Grenier des Collines, d'être avec les personnes dans le besoin, c'est quelque chose qui est très enrichissant dans mon expérience personnelle. Donc oui, définitivement, moi, je vais finir ma vie avec le communautaire, que ce soit en développement, peut-être dans d'autres sphères de ce qui pourrait se présenter à moi éventuellement, mais je regrette rien. Ah, ben je suis content d'entendre ça. Parce que ça en apprend des gens puis je sais pas, j'ai envie de dire, qui a du talent comme toi, puis qui est intelligent comme toi pour en apporter. Non, mais c'est vrai, tu sais, on se côtoie depuis un certain temps, tu sais, puis moi, je trouve que t'as cette vibe-là, là, tu sais, ça paraît que... Je savais, dans le fond, que tu me dirais que t'étais content de ton choix, là, tu sais, j'aurais pas eu besoin de poser la question, mais c'est ça, je trouve que ça en apprend du monde comme toi, puis je peux imaginer que ça a dû te changer, toi aussi, dans tes valeurs, dans ta personnalité, là, de côtoyer des gens dans le communautaire comme ça, puis de voir des gens dans le besoin. C'est certain qu'on grandit de travailler dans ce milieu-là, parce que les gens sont vrais, les gens sont passionnés. C'est pas le salaire qui va faire en sorte qu'une personne va choisir d'aller travailler dans une banque alimentaire, c'est parce que cette personne-là a des belles valeurs, puis... ça amène, je trouve, un niveau de pensée très élevé que d'échanger sur, OK, on a tel problème, puis souvent, ça va être axé sur qu'est-ce qu'on peut faire, quelle solution. Comme on parlait de l'itinérance qu'on voit à Buckingham, mais il y a des concertations, des comités qui se penchent sur la question. On essaie de trouver des solutions. Est-ce qu'on va faire une soupe populaire? Est-ce qu'on va offrir des boîtes à lunch? Donc, c'est toujours le fun d'essayer de trouver des solutions innovantes avec des gens comme ça. Un peu dans l'optique de ce qu'on faisait à Rétro 50, je veux qu'on parle du communautaire en action, parce que c'est un projet qu'on a fait ensemble, puis je sais qu'on a eu quand même pas mal de fun. Oui, il fut un temps. C'est quoi, 2015, 2016, quelque chose comme ça, dans ce coin-là. C'est-tu toi qui avait pondu le projet, ou c'est toi et Sylvie ensemble? Oui, mais grosso modo, c'était mon projet. Sylvie et moi, on échangeait sur quel thème qu'on voulait, puis après ça, moi, je partais dans mon bureau, puis là, je montais les entrevues, je montais les reportages, je contactais les gens, j'essayais de trouver du contenu, puis de monter ça, là, oui. Mais... l'idée de faire un projet comme celui-là, ça a émané de où? Oh, bonne question. Je pense que c'est encore une fois sans doute dans une idée de concertation là, d'un comité de travail, mais venait avec ça c'était le forum qui s'appelait « Et si le communautaire n'existait pas ». Ah oui, OK. J'avais fait une vidéo à un moment donné, ce système-là, à un moment donné, c'était pour qui, donc? C'est-tu placé des cibles? Sans doute parce que... Essayez d'en faire une vidéo pour ça, en tout cas. Fait qu'on avait fait un forum, puis on voulait mettre en valeur ce que fait le communautaire, pour le valoriser, parce que c'est du travail exceptionnel que ces gens-là font, mais aussi pour le faire connaître. Donc, vraiment, chaque émission était axée sur une problématique, puis on discutait des organismes dans l'Outaouais qui existent, puis qui aident les gens avec... Ouais, c'est ça qui était le fun, parce que je me souviens, on le traitait par sujet, puis par problématique, par l'entremise. Puis on allait voir les différents organismes qui travaillaient autour de ce sujet-là. Tu sais, fait que ça donnait l'impression qu'il y avait beaucoup de... comment je dirais ça? Qu'il y avait une agglomération de gens qui travaillaient ensemble pour adresser un problème dans la communauté. C'est pas juste une impression, c'est le cas. La pauvreté, la vulnérabilité, tout est un peu interrelié. Puis, on a beau dire l'ami de l'entraide fait de l'aide alimentaire, mais l'ami de l'entraide fait aussi du soutien psychosocial. L'ami de l'entraide fait aussi du soutien à la réussite des jeunes, parce que là, maintenant, il offre des repas dans les écoles. Donc, vraiment, puis c'est pour ça que quand je parle d'intelligence collective, de concertation, de se mettre ensemble pour trouver des solutions, bien, c'est exactement ça, le communautaire. C'est une agglomération de personnes géniale. Puis je trouvais que, encore là, je vais te pitcher d'autres fleurs, hein, pitcher à soir. Mais c'était bien fait parce que je me souviens, tu avais, premièrement, ben, j'imagine, entre autres, peut-être que tes études en animation, là, parce que c'est quand même de la production cinématographique puis télé qu'il y avait là-dedans, je comprends bien.
Ça a dû t'aider, j'imagine, un peu à construire ton émission parce que tu arrivais toujours bien préparé avec tes feuilles de route bien faites. On savait ce qu'on s'en allait. C'était un tel, puis c'était ça qui donnait ton émission. Fait que c'était quand même bien structuré, je trouvais. Là, ça, c'est pas tant l'école qui m'a aidé avec ça, mais c'est l'expérience que j'ai eue justement avec la TVC, de travailler avec toi. Je faisais des petites capsules avec la CDC Rond-Point. Puis... On a fait des capsules? Oui, attends. Je me souviens pas. C'était pendant le journal, le petit téléjournal de soirée. OK. Ouais. OK. Je me souviens, je finissais tout le temps de la même façon. Et c'était Émilie Charon-Pilote pour la chronique communautaire. Oui, ça me revient. Tu allais rencontrer un invité sur place dans un organisme. Voilà. Oui, ça me revient. C'est drôle parce que quand tu m'as dit ton punchline, que ça fait comme ah oui, ça, je me souviens de ça. Ah, oui. Fait que oui, c'est ça. Ça a été beaucoup, justement, mon implication avec le communautaire qui m'a aidé à bâtir ça, puis être... fait ça pour dire qu'au-delà de travailler au communautaire, s'impliquer dans le communautaire, faire du bénévolat au communautaire, ça peut nous apporter des belles réussites, des beaux apprentissages. Absolument. Ouais. Puis là, Sylvain, il m'a vendu le punch parce que Sylvain Caron était ici avant qu'on enregistre, puis on discutait de ça. Mais en fait, je ne savais pas si tu le savais ou si tu ne savais pas, mais c'est ça. C'est drôle parce que cette émission-là, le communautaire en action, a été repris. Il t'a-tu dit quelle université que c'était? Je m'en souviens pas. Quelque part dans la liste. Cégep du Montréal, Grand Montréal, je pense. Ça se peut. En tout cas, puis j'imagine dans l'enseignement social ou psychosocial, des choses comme ça. Puis il reprenait ton émission en classe pour étudier certains sujets. J'ai fait comme, ouais, c'est le fun, pareil. Mais c'est cool parce que ça a été au-delà de l'objectif de dire... On va, avec cette émission-là, sensibiliser les gens aux organismes communautaires. De Gatineau. De Gatineau, oui. Puis c'est comme, ça a été vraiment, que ce soit devenu un outil pour l'apprentissage de c'est quoi les besoins dans une communauté, puis ces choses-là, puis comment est-ce que le communautaire intervient là-dedans. C'est comme, wow, ben tant mieux, quand même. Ouais. C'est spécial, pareil. Ouais. Ça t'a fait quoi d'entendre ça? J'ai été surprise, honnêtement. Ouais, hein? je ne m'attendais pas à ça. Mais moi aussi, je vais t'avouer, quand il me l'a dit, mais... Mais c'est un projet sur lequel il était vraiment le fun de travailler. Fait que je suis contente de savoir que ça peut être utilisé pour les étudiants, les sensibiliser. Donc, une belle réussite. Non, bravo à toi aussi. Tu avais travaillé fort aussi sur cette émission-là. Merci. Honnêtement, je m'en souviens pas tant à quel point, à quel travail. Il y a beaucoup de montage. Mais ouais, il y avait quand même pas mal de montage. Hein. Puis c'était dans le temps que Martin était ici parce que tu fais l'animation, tu es en studio avec Martin, c'est vrai. Ouais, ça me revient. En tout cas, non, c'était le fun. Puis, c'est un beau projet. Bien réussi. Là. Je sais que j'étais bien content. Faut qu'on parle de para-hockey. Premièrement, c'est pour ça qu'on ne s'est pas parlé d'avance, parce que là, tu étais occupé. Tu étais à... C'est-tu Green Bay? À Green Bay, oui, aux États-Unis, dans le Wisconsin. Imagine. Gros voyage. Mais là, il y avait là... C'était le premier championnat féminin qui était sanctionné par le comité olympique, si je me trompe pas. Comité paralympique, oui. En fait, ils n'appellent pas encore ça un championnat. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut, au nombre d'équipes peut-être, ou des choses comme ça. C'est un challenge, un Woman Challenge, qu'ils appelaient ça. Puis tout ça est dans l'optique de, éventuellement, essayer d'amener le para-hockey féminin aux Paralympiques en 2030. Donc, cet événement-là est un premier événement pour... faire connaître le sport, essayer d'avoir plus d'équipes, parce que c'est aussi un des défis. Pourquoi on n'est pas aux Paralympiques? Parce qu'il n'y a pas assez d'équipes féminines. Il y en a combien comme celle-là? Comme celle-là, il y en a 3. Il y a le Canada, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Puis au Challenge, il y avait aussi une équipe monde, donc qui était formée de plein de gens de partout autour du monde. Il y avait des gens du Japon, de la Suède, sur cette équipe-là, qui ont d'ailleurs fini en 3e place. C'est assez remarquable. Là. Ils étaient quand même très forts, même si c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble. Mais là, eux autres, en 3e, mais ils se prenaient contre qui, si c'était formé? En fait, ils formaient une équipe de partout dans le monde. Fait qu'ils se prenaient contre nous. Il y avait 4 équipes au total. Voilà. Donc, c'est ça, c'était le premier événement officiellement sanctionné par le comité paralympique. Donc, une petite partie de l'histoire là, à laquelle j'ai fait partie. C'est fou parce que quand j'ai lu ça, quand j'ai lu l'article après, parce qu'il y a eu quand même une bonne couverture médiatique. Absolument, oui. Quand j'ai lu là-dessus, je dis OK, mais moi, dans ma tête, ça existait déjà. Là. Moi, je pensais qu'il y avait ça, du para-hockey féminin paralympique déjà. Fait que j'ai été surpris de voir puis surtout au Canada, là, je veux dire, on s'entend que le hockey féminin au Canada, c'est gros, là, c'est pas rien. Fait que j'étais surpris de voir ça. Non, c'est ça, c'est beaucoup en lien avec... C'est un peu le problème de l'œuf et la poule. Il n'y a pas de financement parce qu'il n'y a pas assez d'équipes. Il n'y a pas assez d'équipes parce qu'il n'y a pas de financement pour le sport
ce sport-là au féminin. Donc, Fait que là, comment est-ce que vous avez fait pour... Parce que, on s'entend, c'est pas sans frais là, de partir pour Green Bay. Green Bay, je parle comme je suis en accent français, pour Green Bay. Green Bay. En fait, Women Para-Hockey Canada, qui est l'organisation qui nous chapeaute, fait beaucoup de levées de fonds, a des donateurs, a pu nous aider à couvrir une partie des frais. Mais les joueuses, on était tous responsables de soit lever des fonds ou nous payer pour nos propres frais. Donc, moi, j'ai fait une levée de fonds sur les réseaux sociaux qui a super bien fonctionné. Donc, j'étais chanceuse, j'ai pas eu à débourser, mis à part pour le transport. Ah, mais autrement, à chaque fois qu'on a des camps d'entraînement, il faut tout débourser, il faut tout payer. Donc, c'est un gros engagement, autant de temps que d'argent, là, pour faire partie de cette équipe-là. Ça ressemble à quoi, les engagements? Comme combien de fois par semaine tu dois pratiquer? Les matchs, comment ça ressemble à quoi? Avez-vous un calendrier au cours de l'année? Ça, c'est quoi? En fait, ils sont présentement en train de se réorganiser. On a des exigences d'entraînement, mais on ne pratique pas avec l'équipe ou avec les membres de l'équipe autrement que peut-être 2 à 3 fois par année, surtout avant le challenge qui va être au mois d'août chaque année, on l'espère. Okay. Donc, les exigences, c'est par exemple de faire 3 entraînements de musculation, faire du cardio à chaque semaine. Puis le temps de glace, pour demeurer réaliste, c'est un temps de glace par semaine qu'ils nous demandent parce que nos clubs locaux, pour la plupart, c'est ça à quoi on a accès. Là. OK. Fait que toi, tu t'es joint à un club local, j'imagine, quand tu as commencé, c'est comme ça que ça a commencé? Oui, 2017, le club de Gatineau s'appelle le Déluge de l'Outaouais, qui est coaché par Jean Labonté, qui est un ancien paralympien, qui était le capitaine, dis-je, de l'équipe masculine en 2010, quand il y a eu les Jeux olympiques ici à Vancouver. Fait que c'est un grand honneur pour moi. Oh oui! Ouais. Puis c'est un gars de cœur, un gars qui est vrai. Mais la première fois que je l'ai rencontré, moi, j'étais folle comme un balai. J'étais vraiment contente parce que je l'admirais déjà beaucoup. Je me souviens en 2010 d'avoir suivi ça, puis d'être comme « j'aimerais ça en faire, mais il n'y en a pas par ici. » C'est la vie, hein, tu sais. Puis en 2017, quand il y a eu une première journée d'expérience, là, appelons ça comme ça, j'ai participé. On était une bonne gang, puis presque tout le monde qui a participé voulait continuer. Donc, comme ça, ils montaient l'équipe. Il y avait l'Amicale des personnes handicapées de l'Outaouais qui s'est impliquée, Loisirs Sport Outaouais. On avait Jean-François Couillard qui a aidé à monter le club et Julie Villeneuve aussi à cette époque-là. OK. Puis comment c'est venu à tes oreilles? Comment est-ce que tu as entendu parler de ça? Ou... je travaillais à la CDC Rond-Point à l'époque et on était dans les mêmes locaux que Loisirs Sport Outaouais. Ah, ben oui, c'est vrai. Puis André Barry me dit « Hey, t'aimerais-tu essayer du hockey? » Certain! Fait que t'as pas hésité? T'as pas comme... Pas une seconde. Ça faisait longtemps que je voulais essayer ça. Je trouvais ça... J'ai fait beaucoup de sport. Tu étais familière avec le sport de para-hockey? Oui, oui, absolument. Puis le sport aussi, en général, j'ai fait du basket, j'ai fait du volleyball, j'ai joué au soccer dans les buts. Fait que j'ai toujours été un peu sportive étant plus jeune. OK. Mais toujours un peu limitée à ce que je pouvais faire, dans le sens qu'au basket, je ne pouvais pas courir aussi vite que tout le monde. Au soccer, je ne pouvais pas jouer vraiment ailleurs que dans les buts. Alors que là, para-hockey, mais j'ai pas de limite. Là. Je peux faire travailler mon corps à sa pleine capacité puis pousser la machine. Fait que c'est le fun. Mais peut-être qu'on pourra en parler là, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le sport. Là, ça ressemble à quoi le para-hockey? Comme c'est quoi l'équipement? Puis vous êtes sur un genre de... Je ne sais pas comment vous l'appelez. Là, une luge. Une luge? Bon, OK. Mais c'est une luge. Ça parle d'une luge que qu'est-ce qu'on s'imagine, mettons, si tu ne l'as pas vu, je trouve. T'sais. Non, mais on l'appelle la luge, le sledge en anglais. Donc, ça a longtemps été le sledge hockey, le hockey sur luge. C'est devenu para-hockey pour un peu faire comme les autres sports, là, le para-basket, ces choses-là. Donc, c'est ça, on est assis dans la luge. On a dans chaque main un bâton de hockey qui est beaucoup plus petit et qui, au bout, a des pics. Donc, si on veut avancer, on prend la palette dans nos mains, on pique avec les 2 mains. Puis ensuite, on peut descendre nos mains sur le bâton puis manier la rondelle avec la palette. Les règles sont pratiquement la même chose. Donc, pour moi, le même principe des pénalités, les mises au jeu, les arrêts de jeu. Les périodes, par contre, sont beaucoup moins longues. Donc, c'est
beaucoup. C'est du 15 minutes au lieu d'être du 20 minutes là, officiellement. Puis dans les clubs locaux, c'est plus du 12 minutes, les périodes. Puis au niveau des règles, c'est pas mal les mêmes pénalités. À cette différence, il y en a une qui s'est ajoutée qu'on appelle le T-bone. Donc, c'est une pénalité où si quelqu'un rentre avec ses pieds en T dans la luge de quelqu'un d'autre, c'est une pénalité. Parce que ça peut être très dangereux. OK. Y a du moins vraiment du contact autre que ça? Mettons que c'est... oui, contact épaule à épaule. J'ai pas pu regarder une game, c'est ça. Puis je m'étais dit, il faut que j'en regarde une avant de voir Émilie. J'ai suivi des articles, tout ça, puis voir qu'est-ce qui se passait. Mais malheureusement, j'ai pas regardé de match, fait que je suis super curieux, puis je me promets d'aller regarder, là. Mais c'est ça, fait il y a contact. Il y a contact, il y a de la bataille. Dans le match contre les États-Unis, ça a chauffé une couple de reprises. Mais dans nos clubs locaux, beaucoup moins, là. Okay. Mais quand on est au niveau national, c'est ça. Prépare-toi à te faire rentrer dedans. Oui, absolument. Puis, toi, parle-moi de la première journée que tu es allé essayer ça. Là, comment tu as trouvé ça? Ton expérience, puis de te familiariser avec cette luge-là, puis tout ça? La première journée, ma première impression, c'était « Waouh, genre la bonté! » OK. C'était ça la première affaire. C'était pas... Ouais. Ça a vraiment été un sentiment d'être libre. D'être assis sur ça, d'être sur une patinoire. J'ai jamais pu faire de patin. J'ai toujours voulu, mais jamais réussi. J'ai essayé. Mais... puis de pouvoir aller vite, je me souviens, la première fois, j'avais quand même la twist là, pour aller vite, là, de patiner, puis sentir le vent dans les cheveux. Puis t'es très bas aussi quand t'es sur la glace. Fait que c'est intime comme sentiment là, avec la glace. Fait que, c'est ça. Partant de ça, après ça, une fois que tu veux devenir un peu plus sérieux dans le sport, tu parlais de la luge, c'est ça. Il faut adapter la luge, il faut trouver la bonne hauteur qui nous correspond. Okay. Moi, par exemple, j'ai des grands bras. Donc, il faut que ma luge soit plus haut pour pouvoir me permettre de faire ma poussée comme il faut. Okay. Mais ça fait que mon centre de gravité est plus haut, donc je tombe plus facilement. Fait que c'est toutes ces choses-là à jongler un peu avec. Là. Mais ça me fait réaliser à quel point il y a des petits défis que tu peux pas t'imaginer si t'as pas une situation comme toi où on est habitué d'utiliser nos deux jambes. Là, puis là, je suis comme, OK, mais là, si tu tombes, comment tu peux rembarquer tout ça? On va continuer la conversation. Je suis obligé de t'arrêter parce que je dois dire merci à tous ceux qui nous écoutaient via ma TV Outaouais. C'est bien apprécié de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. Je vous invite à nous suivre sur notre page YouTube de la TVC Basse-Lièvre. Là, toutes nos émissions y sont. Vous allez pouvoir voir l'entrevue complète avec Émilie. Sinon, vous pouvez nous suivre sur forme de podcast. On est sur Apple Podcasts, Spotify et aussi SoundCloud. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Fait que ça amène des défis que c'est ça, que moi qui n'ai pas la même condition que toi, que je m'imagine pas. Fait que là, ça a l'air niaiseux comme question, mais quand tu tombes après ça, est-ce qu'il y a un arrêt de jeu? Mettons que tu tombes, y a-t-il un arrêt de jeu? Ben non, c'est comme faut que tu te débrouilles pour embarquer dessus pendant que tu joues. Débrouille-toi. OK, c'est débrouille-toi, OK. Mais on pogne la twist assez vite, là, un petit coup d'ange, puis on est revenu sur nos lames. Dans les clubs locaux, certains joueurs vont avoir un petit peu plus de difficulté à se relever. Souvent, les arbitres vont aider là, à ce moment-là. Le jeu continue, mais les arbitres viennent aider la personne à se rasseoir. OK, au moins ça. Ouais. Mais là, y a-tu eu un temps où tu as fait comme... OK, moi, je veux pas jouer dans le club local. Là. Je veux être bonne. Ou est-ce que tu as comme eu un sentiment que tu pourrais aller jusqu'à, justement, à une compétition internationale comme tu es allé? Là? Depuis le début, c'est un peu ça que je visais, je te dirais. Ouais. Mais j'ai quand même eu un petit déclic à un certain moment donné quand... Ça s'appelait Émilie Robitaille, qui est une joueuse qui maintenant n'est plus sur l'équipe nationale, mais elle est venue m'interpeller, puis elle m'a invité à un événement d'essai avec Women Para-Hockey. Okay. Puis, bon, j'y allais sans grandes attentes, mais le coach, puis là, je pense que ça faisait même pas un an que je jouais. Là. Le coach Derek, à ce moment-là, il me remarquait, puis il me dit « Hey, tu devrais venir essayer à un moment donné les tryouts, les essais pour faire l'équipe. » Petit vlog. Mais qu'à partir de là, j'ai un peu cru en mes capacités de peut-être me rendre là un jour. J'ai fait les tryouts de 2019. À ce moment-là, j'avais pas été retenue. Ça faisait juste 2 ans. Puis je le savais, je le voyais, là, que j'étais pas prête pour ça. Okay. Je le faisais pour l'expérience, pour le plaisir. Ouais. Puis j'en ai eu beaucoup de plaisir. Fait après ça, j'ai continué de me pousser un petit peu là-dedans.
c'est sûr, j'ai eu un petit défi. Là. Après 2019, en 2019, mon papa est décédé. Ça a été très difficile émotionnellement, psychologiquement. J'étais un peu démoralisée de tout de la vie en général. Est arrivée la COVID, encore plus démoralisée de tout de la vie en général. Et 2020, je crois, 2020 ou 2021, je pense en 2021, j'ai participé à un tournoi à Brampton avec l'équipe de Montréal. J'avais été invitée à jouer avec eux. Okay. Ça avait été une expérience exceptionnelle. Là. J'avais vraiment eu beaucoup de plaisir avec la gang qui était là-bas. On était 4 filles. Fait que bref, cet événement-là m'a redonné la flamme de vouloir continuer à me pousser puis à me développer pour être sur l'équipe nationale. Comment est-ce qu'ils t'ont approché, eux autres? C'est quelqu'un que tu connaissais ou ils t'ont vu dans une game? Ils ont contacté mon coach parce qu'il cherchait des joueurs, puis j'ai levé la main parce que moi, je suis toujours partante pour un match de hockey. C'est à peu près ça. Puis là, rendu à Green Bay, comment est-ce que tu as vécu ça? Parce que c'est un gros événement, là. C'est un gros voyage, ça avait beaucoup de préparation, tu es obligé de faire une levée de fonds. Comment est-ce que tu décrirais ton expérience? Enrichissante, si j'avais juste un mot à choisir. Mm-hmm. Mais je sais que tu t'attends à plus de mots parce que là, on jase, là. On jase. Non, mais tu sais, je sais pas, mais, parce que je peux imaginer, rien que de descendre de l'avion, t'es à Green Bay, là, je veux dire... On était allé en auto. En auto, en plus. C'était le fun, ça. Un petit voyage de 13 heures avec mon meilleur ami Guillaume, on écoutait de la bonne musique. Ouais, c'était pas super, ça s'est quand même bien fait. Ouais, mais Guillaume, ça me dit quelque chose, j'ai rencontré, il me semble. Ah, sûrement, on se connaît depuis qu'on a 12 ans. Il a pas fait du bénévolat à un moment donné avec nous autres? Sûrement. Ça peut-tu? Il me suit partout, avec sûrement. Ouais, mais ça me dit quoi? Ouais. Fait que bref, juste cette partie-là, c'était vraiment le fun, on a parlé de tout et de rien. Puis, arrivé là-bas, ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point on est vraiment traités comme aux petits oignons. Comme des vedettes, pour qu'on n'ait pas rien d'autre à penser que notre sport, performer. Tu sais, déjà que c'est extrêmement stressant comme situation, ils veulent vraiment s'assurer que tu n'as pas rien d'autre à penser. Fait que tu as les tables de collation un peu partout, le repas, c'est toujours... Quand tu dis « ils », ça, c'est le comité... Le comité paralympique qui s'occupait de ça. Fait que, ben c'est ça, d'être traité aux petits oignons, c'était comme tu disais tantôt, un petit velours, là, ça fait chaud au cœur, puis j'ai un peu perdu le fil de ta question. Comment est-ce que tu as vécu ça? C'est ça, de l'arrivée. Moi, dans ma tête, tu es arrivé en avion. Bon, tu es arrivé en auto. Fait que, bon, as-tu eu la chance de visiter Green Bay? On a visité le stade des Packers. Okay. Je pense, de ce que je me suis dit, c'est pas mal la seule attraction à Green Bay. Là. Oui, c'était Je pense pas qu'il y ait grand-chose à Green Bay, en effet. Ouais. Mais quand même, c'est un stade qui date depuis toujours, là, depuis que, je pense, avant même la NFL, là, quand c'était la... C'était quoi? Tu as eu la AFL, puis tu avais l'autre qui était, je pense que c'était c'était peut-être NFL dans ce temps-là aussi, parce que tu avais 2 lignes là, avant qu'ils se sont joints. Je ne pourrais pas dire, moi, mon sport, c'est le hockey. Là. Ah, mais pourtant, moi, je me connais en football, mais là, c'est loin. Là. Mais c'est ça, mais bref, c'est vieux. Puis je me demande si c'est pas là qu'il y a eu le premier Super Bowl, d'ailleurs. Ah, oh, mon Dieu. Ouais. Ça se pourrait. En tout cas, je sais que Green Bay a joué, mais c'est ça, je pense pas que dans ce temps-là, il y allait dans différents stands. Bref, si quelqu'un écoute ça et que je suis vraiment à côté, vous le laisserez savoir dans les commentaires, mais il me semble que c'est ça. Mais oui, mais déjà ça, c'est quand même cool. Là. Puis, une des choses qui m'a plus marqué dans toute cette expérience-là, ça aurait été d'être assis sur la glace puis d'entendre l'hymne national du Canada jouer. Ah ouais. Ça, c'était quelque chose. J'en ai eu des quelqu'un qui chantait? Non. Non. Ben, je sais pas. Une petite playlist. Là, mais c'était spécial de dire que je suis là pour représenter mon pays. Puis là, je jouais contre les États-Unis. C'était épique. Absolument épique. Comment ça a été le match? C'était difficile. Mon premier match contre les États-Unis, moi, je l'ai trouvé vraiment difficile. Je suis définitivement pas dans les plus fortes de l'équipe. Puis, les Américaines dominent complètement présentement. Okay. Donc, ça a été comme un peu difficile sur l'ego. Pas pouvoir mais tout à fait pas eu la chance suivre. probablement de te mesurer à quelque chose de ce niveau-là jusqu'à date. Ouais. C'est ça. Fait que là, c'est comme un coup de réalité d'en face. Puis je me souviendrai toujours, première mise au jeu, je suis sur la ligne de départ. Les États-Unis gagnent la mise au jeu. Ils font des petits zigzags, ils me dépassent d'un côté, puis ils vont shooter, ils font un but. OK. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Puis c'est ça. Puis là, à partir de là, ben, tu te rends compte qu'il faut que tu step up your game, mais
jusqu'à quel point je suis capable, tu sais, dans le sens que mes capacités pour l'instant sont limitées à ce que je peux faire, là, tu sais. Mais leur équipe est probablement plus vieille aussi, j'imagine. Oui, ben en fait, l'équipe canadienne, on était 7 recrues, je crois, alors que leur équipe, là, ça faisait au moins 3 ans qu'ils étaient la même petite gang à travailler ensemble. Puis aussi les États-Unis, eux, leur équipe est subventionnée par Hockey USA. Donc, eux, quand ils ont des camps à faire, des choses comme ça, les filles n'ont rien à payer. Donc, le noyau de filles très, très fort, très performantes, a resté plus longtemps. Nous, au Canada, certaines des joueuses qui étaient très fortes ont choisi de se spécialiser dans d'autres sports. Donc, on a Christina Picton qui a fait du paraski, qui est allée au dernier Paralympique d'ailleurs. Nandini qui fait la course en fauteuil maintenant. Donc, c'était des joueuses qui étaient exceptionnelles, là, mais... Voilà, c'est ça. On a perdu des bons morceaux remplacés par beaucoup des rookies. Donc, c'est ça. Puis là, c'est le premier match contre les États-Unis. Puis après ça, c'était quoi? C'était quoi le match d'après? Après ça, on a joué... je me souviens plus exactement de la séquence, mais... Combien de matchs vous avez joué complètement au total? On a joué 3 matchs préparatoires, puis ensuite le match pour la médaille d'or, encore une fois, contre les États-Unis. OK. Les autres matchs, je vous dirais, c'était contre la Grande-Bretagne, l'équipe monde, ben là, c'était un peu plus de mon niveau. Fait que, bon, le Canada dominait, là, je pense que ça finit 12 ou 13-0. Mais là, j'étais un peu plus dans le game. Je pouvais un peu plus m'amuser avec mes aptitudes. Là. Je suivais un peu plus. Fait que c'était très agréable, mais ceci étant... Quand est arrivé le match pour la médaille d'or contre les États-Unis, je me souviens avoir parlé avec Alicia, une de mes coéquipières, de comment ça me tentait pas de la jouer, cette game. À cause de la première. Oui, complètement. Je me sentais pas prête, puis j'avais l'impression d'être le maillon faible de l'équipe qui va faire perdre l'équipe, parce que là, ils m'ont déjoué, puis ils ont fait un but. Mais finalement, ça a super bien été. J'ai fait des beaux jeux. J'étais pas mal plus dans la game, là. Aussi, peut-être d'être réchauffé, avoir joué 3 matchs déjà. La première game aussi, je pense que t'es un petit peu comment je dirais ça, tout le wow de l'événement. Oui. Puis, tu sais, de tout ce qui se passe, tu sais, c'est un peu normal, je pense. Mais bref, fait que t'es content quand même au moins de ton dernier match. Oui. Vous avez fini avec la médaille d'argent. Oui. Je l'ai amenée d'ailleurs pour te la montrer parce que c'est une belle médaille, vraiment une médaille digne du comité paralympique, grosseur et poids digne du comité avec le logo là, de para-hockey, World Para-Ice Hockey. Je l'ai pris tantôt, puis c'est super lourd, mais j'avais pas regardé, tu vois, les détails... Déçu. C'est sûr qu'on aurait aimé ramener la médaille d'or, on se le cachera pas, mais honnêtement, on est tous mais tu sais, pour une première expérience, vous avez quoi être fiers, là? Je sais pas si on la voyait bien sur l'autre angle, mais c'est pas la belle médaille, honnêtement. C'est fou comment est-ce que c'est massif. Comparé, moi, dans ma tête, quand tu me l'as montré tantôt, puis je l'ai pris dans mes mains, j'ai comme en tête les médailles, soit que j'ai eu au karaté, dans le temps, quand j'étais jeune, on jouait au hockey, c'est comme... C'est un petit peu plus cheap. Là. Fait que tu prends ça, c'est léger, dans le fond. C'est quasiment du plastique plaqué. Là, puis là, tu prends ça, c'est comme, OK, non, c'est pas la même affaire. Mais non, c'est ça. Mais il y a de quoi être fier. Là, je veux dire, c'est pas... Puis j'imagine qu'il y a une optique aussi de construire une équipe à long terme, là, présentement. Là, je sais pas qu'est-ce qui s'est dit après l'événement. Oui. C'est sûr qu'il va continuer à avoir des tryouts, des sélections qui vont se faire. On veut développer le sport. On veut développer le sport, pas juste au Canada, partout dans le monde. Le prochain challenge, il espère pouvoir l'offrir en Europe pour mousser un peu la création de nouvelles équipes en Europe, en France. Je pense qu'il y a... ma mémoire m'échappe de quelles équipes qu'il y a au niveau masculin au para-hockey, mais... c'est déjà plus gros masculin. Là, définitivement, oui. Spécial, pareil. Mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller, tout ça. Mais juste ce premier événement-là, de ce que je peux voir, puis tu me diras ce que tu en penses, mais mon impression, c'est avec la couverture qu'il y a eu, je pense qu'il va y avoir plus d'intérêt là, qui va se développer, puis
par la bande, j'imagine, ben, quand il y a plus de gens qui s'intéressent, ben, il va être plus facile peut-être d'aller chercher des subventions, ces choses-là. Exact, oui. Puis on a été très surpris de voir à quel point CBC avait une belle couverture, les médias nationaux. Puis la réaction aussi des internautes par rapport à nos événements. C'est sûr que ce qu'on espère avec ça, c'est qu'il y ait quelque part une petite fille de 12 ans avec un handicap qui dit « Hey, moi aussi, je pourrais peut-être essayer ça, le parahockey, ça a l'air le fun. » Je pense que c'est un peu méconnu comme sport encore. Ça reste relativement récent, un peu plus niché comme sport. Mais ça me surprend. Ça me surprend au Québec, au Canada. Le hockey, c'est tellement le sport national. Tu te dis, ben, tout ce qui est para-hockey devrait être connu. Puis pourtant, regarde, tu vois. Savais-tu qu'il existe même du hockey pour les personnes aveugles? Du blind hockey? Écoute, j'ai vu un sketch de RBO à l'époque là-dessus. Fait que je pensais pas vraiment, le hockey, c'est pour tout le monde. Wow, c'est spécial, ça? Ouais. Non, je savais pas. Je pensais pas que c'était vrai. Ah oui, c'est vrai. Ils ont une rondelle un petit peu plus grosse. Je pense qu'elle fait du bruit aussi. Puis, c'est spécial, ça. Avec le son qui joue. Ah, ben je veux voir ça. Faut que je regarde ça. J'aimerais ça qu'on en parle de la condition, parce que les gens sont peut-être curieux de savoir, là, c'est quoi... par défaut, j'utilise le mot handicap. Ah, c'est le mot qu'on utilise. Oui. Okay. Très politiquement correct. Ouais, c'est ça. Toi, c'est de la naissance, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est de naissance. Moi, la partie qui s'est mal formée quand j'étais dans le ventre de ma maman, c'est la hanche et le fémur. Donc, j'ai un tout petit fémur de peut-être une dizaine de centimètres, ce qui fait que ma jambe est beaucoup plus petite. Et à l'âge de 4 ans, on m'a fait une opération pour tourner la jambe, ce qu'on appelle une rotation Van Ness. Okay. Ça fait en sorte que mon pied, qui était ici à la hauteur de mon genou habituellement, est maintenant tourné. Okay. Et ça permet que l'angle fasse comme dans le même angle qu'un genou. Je sais que c'est un peu... OK, fait que ta cheville fait le rôle du genou, dans le fond? Exactement. Okay. Puis mon genou fait le rôle de la hanche. Wow! Fait que c'est une opération qu'on fait souvent pour ceux qui ont le cancer des os. Parce que souvent, ça vient se loger en premier dans le fémur. Donc, ils font couper le fémur puis tourner la jambe pour que ça reste opérationnel. Fait que grosso modo, je porte une prothèse. Présentement, là, je me déplace surtout avec une béquille parce que c'est très difficile pour mon dos, pour mes articulations. Puis justement, en côtoyant l'équipe nationale, je me suis rendu compte à quel point c'est important de prendre soin de son dos, ses articulations. On a échangé sur le sujet à différentes reprises et j'ai commencé à utiliser aussi un fauteuil roulant pour les grands déplacements. OK. Si je vais magasiner ou ces choses-là, ouais. OK, pour pouvoir permettre au reste de ton corps de prendre un break, dans le fond. Là. C'est ça, puis que quand je vais être un petit peu plus vieille, ben de peut-être pouvoir continuer à marcher un peu plus longtemps que si je me scrape tout ça en étant jeune. Ça, c'est un aspect que j'avais pas pensé, mais j'imagine justement que de côtoyer d'autres personnes qui ont des handicaps comme ça, tu en apprends de d'autres personnes, leur réalité à eux autres, puis c'est quoi eux autres, leur handicap, puis aussi, ben des trucs là, comme ça là, pour l'entraide. Oui, on se sent moins seul aussi. Ah ouais, je me souviens des rencontres qu'on a eues avec cette gang-là, je me sentais cool de boiter. Je voyais ces gens-là que j'admirais, qui étaient absolument fantastiques, resplendissants, puis qui marchaient croche. OK, moi aussi, je marche croche, puis j'ai le droit, c'est correct. Je peux être cool comme eux autres aussi. Mais une chose que ton père m'a toujours dit, là, puis je peux dire qu'il m'a cassé les oreilles avec ça, mais parce qu'il était tellement fier de sa fille. Ah oui. C'est normal. Là. Je suis pareil avec mes enfants aussi. Il m'a toujours dit que jamais que ça t'a arrêté de faire quoi que ce soit. Oui. Est-ce qu'il exagérait-tu un petit peu? Ben, j'ai toujours voulu pousser les limites, effectivement. Puis quand mes parents me disaient non, tu peux pas, ben, check-moi bien aller. Là. On défie un peu. Ouais, c'est ça. Mais, veux pas, est arrivé certains points dans ma vie où j'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu ou rêvé de faire. Par exemple, j'ai toujours rêvé, étant plus jeune, d'être ambulancière. Okay. J'ai continué à le croire longtemps, ce rêve-là. Puis mes parents m'encourageaient beaucoup là-dedans. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que transporter une civière avec une personne dessus, peut-être que ça, je serais pas capable. Fait que ça m'a quand même redirigée vers d'autres passions, d'autres choses. Puis là, aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, je suis super épanouie dans le travail que j'ai. Donc,
oui, j'ai voulu éviter qu'on me mette des barrières dans la vie, mais certaines situations qui me rappellent à la réalité. Là. Pour moi, c'est plus difficile de justement faire des randonnées, marcher longtemps, ça peut être plus difficile. Fait que ça reste qu'il faut, je crois, éviter de se mettre des barrières qui n'existent pas, mais d'un autre côté, respecter ses limites, c'est aussi quelque chose d'important. Là. J'imagine à travers, dans ce cheminement-là, tu dois avoir une étape où tu dois passer à travers de l'acceptation. Absolument. Oui. C'est un petit deuil. Moi, je l'ai vécu au début de l'âge adulte, je dirais. Okay. De se rendre compte que j'aurais beau rêver d'avoir 2 jambes puis de pouvoir marcher droit, mais ça n'arrivera jamais. Il a fallu que je fasse un petit peu un deuil. C'est un peu là qu'est venu aussi ma réorientation psychologique de carrière, je dirais. Là. Je n'étais pas encore en carrière, j'étais encore aux études. Mais oui, il faut l'accepter, un petit deuil à vivre, mais une fois que tu passes à travers ça, les portes qui s'ouvrent à toi, qui sont celles qui te correspondent, dans lesquelles tu peux mieux t'épanouir, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de passer par là. Pour revenir à l'optique de ce qu'on faisait avec Rétro 50, on a parlé de toi, ton implication avec la communautaire en action, mais je veux qu'on parle de ton père. Parce qu'évidemment, bon, on pouvait pas lui parler. Est-ce que, quand il a commencé à la TVC, est-ce qu'il t'en a parlé? Est-ce qu'il t'a parlé de ce qu'il vivait? Son enthousiasme de faire ce travail-là? Puis... Il était aux anges. Il était pas assez épanoui d'être journaliste. Pour lui, ça a été télécommunautaire Radio-Canada, je pense que ça aurait eu le même effet. Il était juste tellement heureux de pouvoir travailler dans ce domaine-là. D'aller au fait, d'être au courant de l'actualité, de rencontrer des gens, faire des entrevues. Il était absolument heureux dans son travail, là, définitivement. C'est ce que je percevais aussi, tu sais, mais étant donné que moi, j'étais avec lui au travail à tous les jours, tu sais, des fois, tu te perds un peu dans le travail, puis tu oublies un peu le côté humain, tu sais, puis de comment qu'il vivait les choses. Je me souviens qu'il souvent... Il me disait, là, surtout quand il est parti là, pour son autre travail, comment est-ce qu'il disait ça? Il disait tout le temps, il dit « Maudit que tu m'as poussé, toi, JF. » Je dis « Ouais, j'ai peut-être été, des fois, pas dur avec lui, mais tu sais, en quelque part, il faut que tu... il apprenait le métier, là, il n'était pas journaliste de formation. Là. C'est sûr que son expérience en théâtre l'a aidé là, à être devant les caméras, puis ça, il aimait ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que, il a fallu que je l'encadre beaucoup pour l'aider à mieux faire le travail. Puis, mais il a relevé le défi là, avec brio là, au bout du compte. Là. Mais une chose que je trouve qu'il a fait, puis je suis sûr que tu pourras en témoigner, c'est à quel point il a fait rayonner la TVC dans la communauté. Parce que c'est une personne de... Il aimait avec le monde, puis il était partout. Il était partout, puis il fait des contacts avec les gens, là, comme ça. Là. Oh oui. Lui, je me souviens, il aimait toujours interviewer le maire de l'époque, Pedno Jobin. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il aimait. Nathan qui était conseiller. Il était conseiller. OK. Il était rendu occupé, rendu maire. Fait que c'est ça, il aimait être en contact avec la classe politique, avec les gens. C'est vraiment un gars de monde, mon père. Ouais, je pense que c'est les gros legs qu'il a laissé, mais en même temps qu'il était... Autant il était... oui, son titre, c'était journaliste, mais une chose qu'il a appris avec le temps, puis je ne sais pas si tu en as parlé, mais il était plus animateur que journaliste. Animer, c'est ce qu'il aimait. Oui, fait que c'est pour ça que quand il a fait l'émission Entretien, que je te disais avant qu'on entre en ondes, ça ressemble un peu à ce qu'on fait là. Lui, c'était ça qu'il aimait. Parce que je jasais avec le monde, il aimait ça. Puis assez que, tu dis, là, il travaillait en tabarouette quand il était rendu avec Alexandre, Iraka, puis là, il venait faire du bénévolat encore pour animer un show. Mais c'était ça qu'il aimait. Animer, là, c'était plus son truc. Mais... puis, il nous a manqué quand il a quitté... pour travailler avec Alexandre, mais c'est ça, je trouve qu'il a été un bon porte-parole pour l'organisme, définitivement. Ça a été à cœur, oui. Puis les gens l'ont aimé dans la communauté. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, là, mais moi, tout le monde, personne ne parle en mal de Michel. Puis il y avait tellement, je me souviens, ces derniers moments, il était surpris de voir à quel point le monde l'aimait.
Il était surpris? Ouais. Ah, tu vois. Tout le monde venait le voir à l'hôpital, puis lui, Ouais. hey, mais voyons, le monde m'aime, voyons. Je pense qu'il se percevait pas comme ça nécessairement, mais oui, il était aimé. Il était tellement gentil, tellement généreux et présent. Quand tu lui parlais, là, il t'écoutait, puis... Oui, clairement. Oui, puis Dieu sait qu'il m'écoutait parler. Tu sais, il a vécu des grosses choses dans sa vie que moi, j'étais là pour lui, puis l'inverse aussi. Là, tu sais, notamment où je me suis séparé, tout ça, c'était pas mal mon confident. Mais ça, c'est pas un secret pour personne. Là, dans la communauté, tout le monde sait qu'il avait fait un coming out, puis il est homosexuel. Mais après qu'il a fait son coming out, là, je trouve tellement qu'il est devenu un homme heureux, puis qu'il s'est vraiment épanoui. Définitivement. Ouais. Puis je me souviens une allusion qu'il faisait par rapport à ça. Il disait... il regardait un mur blanc avec une tache. Puis il a fait un parallèle, je pense, quelques temps avant d'officiellement sortir du placard, de dire, hey, là, moi, je fixe tellement la tache dans ma vie qui était, je suis homosexuel, puis qui voulait le cacher, qui n'était pas capable de voir tout le beau mur blanc autour. Puis le fait de s'affirmer comme il est, ben ça lui a permis de se relâcher un peu, d'être lui-même, de faire les blagues qu'il a envie de faire, de sortir la petite main comme ça parce qu'il trouve ça drôle. Mais d'être lui-même. D'être lui-même, ça, c'est vraiment ce que je disais quand j'en parlais aux gens. Là, c'est le fun de le voir parce que je sens qu'il est lui-même. Là, parce que souvent, je trouvais que avant ça, c'était comme si des fois, j'avais l'impression qu'il essayait trop de plaire aux gens, des fois, tu sais, puis je trouvais ça bizarre, mais j'essayais de comprendre pourquoi il est comme ça. Il peut juste être lui-même, tu sais, puis... Mais ce qu'il me disait, c'est qu'il voulait pas que ça paraisse. Ah. Fait qu'il y a toujours une petite retenue, tu sais. OK. Puis comment est-ce qu'il voulait annoncer à toi et ton frère? Moi, j'étais à Québec à l'époque, mais malheureusement, je l'ai appris par téléphone. OK. Je dirais que dans tout ça, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est qu'il se séparait de ma mère. Ouais, parce que quand il est sorti, bon, ils se sont séparés. Mais je l'ai toujours 100% supporté là-dedans. Puis là, il me dit, je me souviendrai toujours, il dit, inquiète-toi pas, je ne deviendrai pas une petite fofolle. Même si tu deviens une petite fofolle, là, moi, t'aimes pareil. Ah, c'est fun, ça. Ouais. Puis je peux imaginer, là, j'ai pas souvenir qu'il m'en ait parlé, mais je peux imaginer que pour lui, puis m'avoir été dans sa situation, d'avoir l'amour inconditionnel de ses enfants. Ben, je pense qu'il m'a parlé de ton frère. Si je me trompe pas, parce que je pense qu'il a dû le dire en personne, là, tu sais, puis il me semble qu'il est... Je veux pas le raconter parce que je suis pas assez sûr de mon affaire. Puis c'est loin. Puis j'ai une mauvaise mémoire. mais si je me trompe pas, tu sais, il m'avait parlé à quel point ça l'avait soulagé de nous en parler. Puis il m'a parlé de l'expérience qu'il avait vécue avec ton frère quand il en avait parlé, tu sais, puis que c'était juste positif, tu sais. Fait que j'étais super content pour lui. Puis puis tout le monde autour de lui. Oui, c'est ça, je Tu sais, on est dans une société comme ça où je pense que les gens n'ont pas à avoir peur d'affirmer leur orientation ou d'affirmer leurs préférences de façon générale parce que tout au pire, il y a certaines personnes qui vont disparaître de ton entourage, mais tant mieux. Ils vont maintenant venir à toi les personnes qu'il te faut dans ta vie, tu sais. Mais c'est d'autant plus la raison pour laquelle ça m'a surpris quand tu dis qu'il était surpris que les gens l'aiment autant, parce que je me souviens qu'il m'avait partagé ça, comment est-ce qu'il en revenait, mais encore là, il n'en revenait pas, à quel point les gens, c'était comme, ben, hey, super, tu sais, content pour toi, puis que c'était tout, tu sais, c'était comme accueilli à bras ouverts, là, tu sais. Fait que ça témoignait que comment, encore là, les gens l'appréciaient, tu sais, pour sa vraie personne, là, tu sais. Fait que j'étais super content pour lui. Puis, ben, c'est ça, le leg qu'il a laissé à la TVC, là, c'est ça, je pense que c'est ça. Je pense qu'il a ouvert, tu sais, les yeux à bien des gens à la télévision communautaire à Buckingham, tu sais, puis j'en suis très reconnaissant de ça. Puis je dois dire, puis je le dis publiquement, puis je m'excuse si c'est un petit peu personnel, mais les funérailles qu'ils avaient organisées pour lui, c'était de toute beauté. J'ai jamais vu ça. Et j'avoue que le monde se sont levés debout pour applaudir à la fin des funérailles. Quand est-ce que tu vois ça dans les funérailles? J'ai jamais vu ça. Mais ça, c'est tout lui qui a organisé ça avant de partir. ouais, mais toi et ton frère, il fallait que vous faisiez votre bout, puis Sylvain aussi, là, tu sais. Ouais, un peu, mais disons qu'il nous a dit quoi faire. C'est vrai? Oh, oui, il a choisi ses chansons,
Puis il nous a dit là, ça se peut là, que Pride il dise c'est trop de chansons, mais écoutez-les pas. Là. Moi, je veux toutes ces chansons-là. Ah, mais c'est génial. C'est vraiment génial. Puis la seule chose qui m'a fait un peu de peine, c'est que j'ai trouvé que le prêtre avait un petit peu, dans ce quand il parlait, puis il s'adressait à la famille et tout ça, il ignorait quasiment Sylvain. Comme mon souvenir, là, c'est qu'il avait à peine parlé de Sylvain, là, puis ça, j'avais trouvé ça triste. Puis Sylvain, c'était un bon amoureux pour lui, puis ils étaient heureux ensemble, tu sais, puis il méritait d'être souligné tout autant que n'importe qui d'autre de la famille. Absolument. Ouais. J'imagine garder des bons liens aussi encore. Oui, on se parle quand même assez régulièrement. De moins en moins, la pandémie n'a pas aidé pour ça, c'est sûr. On peut plus. Comme ça pour bien du monde. Oui, on peut plus se voir autant, puis c'est ça, vu que mon père est plus présent, c'est moins intuitif, là, mais on se parle encore, oui, absolument. Un beau lien. Émilie, je te remercie vraiment énormément d'être venue me jaser de tout ça. Ça a été un grand plaisir. Ben, pareillement. Puis, écoute, je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Je te promets que je vais regarder une game à un moment donné, puis je t'en parlerai. Puis, bon succès. Tu as l'intention de continuer, j'imagine? Tu veux y retourner? Il y a d'autres compétitions? Absolument. Ouais, mon but, c'est d'aller aux Paralympiques. Ah, ça serait le fun. 2030. Je te le souhaite tellement. Merci. Merci encore. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.